Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 8 juin, il est 18h, vous êtes sur Radio Verse et vous écoutez l'Instant Culte. Ce soir, pour m'accompagner dans cette émission, comme à son habitude, Chris et Flo. Messieurs, comment ça va ? Ça va très bien. Salut, ça va bien et toi ? Ça va. Merci à vous, merci de m'accompagner comme chaque dimanche dans cette émission. Et nous avons, en ce dimanche 8 juin, la chance d'accueillir de nouveau, il a accepté de nouveau une invitation pour venir débattre autour d'un film avec nous ce soir. Wissam, comment tu vas ? Bonsoir, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Ben oui, on va tous très bien et on est tous très contents de t'accueillir. Voilà, Wissam qui stream sur des sujets politiques, sur des sujets anti-racisme. N'hésitez pas en tout cas à aller faire un tour et écouter notre cher Wissam sur sa chaîne de streaming. Allez, on est parti et nous allons ce soir parler d'un film en partie français mais avec un casting un peu plus international, un film des années 90 qui nous plonge dans un conte mi-horrifique, mi-humoristique. Je vous laisse écouter la bande-annonce. Les enfants, Quoi, les enfants? Tu sais quelque chose? ils les emmènent. Le démon les emmène avec le bateau. Il les emmène en enfer. Miette, Ben oui, Miette. T'attendais le Père Noël? silence. Il y avait de grosses boules dans la mer, pleines de pointes. Courage, petite. Courage. Et seuls ceux, je pense, qui connaissent ce film ou connaissent ce réalisateur ont pu reconnaître en tout cas de quel film il s'agissait. Chris, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le film de ce soir ? Ouais, on va parler de La Cité des Enfants Perdus de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro. C'est leur deuxième film. Ils venaient de faire Délicatessen 4 ans auparavant. Et là, ils réalisent, ils écrivent La Cité des Enfants Perdus, qui est un conte où on voit un savant fou voler les enfants pour leur piquer leurs rêves parce que ce savant fou ne sait pas rêver et on va croiser dans ce film tout un tas de gueules qui vont être plus ou moins liées pour l'anéantissement de ce savant fou. Grosso modo. Par contre, j'ai juste un doute. C'est pas qu'il ne sait pas rêver, mais c'est qu'il ne sait pas pleurer, il ne sait pas avoir d'émotions. Et donc, en rêvant, il souhaite acquérir des émotions de certaines personnes pour enfin réussir à pleurer et à exprimer ses émotions. C'est pas plutôt ça ? C'est en partie vrai, le fait qu'il ne puisse pas rêver, mais ça va au-delà de ça. Il n'a pas d'émotion tout court, en fait. Ouais, c'est l'absence d'émotion. Ce film, il est important pour moi parce que c'est le film qui m'a emmené au cinéma et à la cinéphilie. C'est-à-dire, c'est le film qui m'a montré qu'on pouvait raconter autre chose au cinéma que ce qu'on voyait d'ordinaire. C'est avec ce film que je me suis intéressé à la production, aux acteurs, à comment on fait le film, à ce que raconte le film derrière le premier message. C'est Délicatessen et La Cité des Enfants Perdus. Pour moi, c'est deux grosses claques qui m'ont construit au niveau cinématographique. Donc, je vais pas être, je préviens, je vais pas être objectif quand on va parler de ce film. Wissam, qu'est-ce que tu as à dire sur ce film ? Très vite, moi, j'ai mis du temps à le regarder parce que je pensais que c'était un film dépressif et tout. Et en fait, j'ai regardé d'abord Délicatessen et j'ai surkiffé Délicatessen et après, j'ai regardé La Cité des Enfants Perdus. Et ce que j'aime bien chez Jean-Pierre Jeunet, ça fait partie des réalisateurs français et je trouve qu'il y en a assez relativement peu qui essayent pas de filmer classiquement, qui essayent d'avoir leur style à eux avec leur patte graphique et tout et de raconter des trucs juste avec le plan, avec un style et tout. Et donc c'était plutôt agréable. Tu vois, c'était vraiment il y a une esthétique Jean Jeunet. Alors peut-être parfois elle est un peu trop répétitive, mais il y a quand même un univers Jean Jeunet qui est cool et aussi son kiff pour les gueules du cinéma, quoi. Complètement. Et ça c'est vraiment à souligner les gueules du cinéma. Il va vraiment chercher des acteurs avec des gueules et qui marquent. Et c'est comme ça aussi qu'il arrive, je pense, à avoir des films puissants dont on se souvient parce qu'il y a vraiment des gueules à travers ce film pour reprendre ton expression, Wissam. Moi, ce que j'adore chez Jean-Pierre Jeunet, c'est qu'on est vraiment sur un conte, comme disait Christophe en préambule. Et moi, j'adore je trouve qu'on n'a pas assez de films. Les films tout le temps nous racontent une histoire. On a un film de guerre, on a un film de super-héros, on a un film d'horreur, on nous raconte une histoire, on en prend plus ou moins plein les yeux. Mais je trouve que là, vraiment, La Cité des Enfants Perdus, on est sur un conte, mais en fait, on rêve. En fait, c'est un film qui est axé sur le rêve, mais ce film en lui-même arrive à nous faire rêver et des fois à parcourir nos propres rêves, nos propres cauchemars, de par des personnages, de par des situations. Et je trouve que c'est vraiment très fort et que c'est vraiment une prouesse
folle. Et c'est ce film pour moi, en tout cas, est du génie. Je suis entièrement d'accord et j'ai envie de rajouter à ça que pour moi, la vraie force du film, c'est qu'on ne peut pas l'inscrire dans un genre à part entière. Tu disais que c'était un conte, c'est vrai, mais c'est aussi plein d'autres choses, c'est plein d'ambiances différentes. Et là, si on devait définir dans quel genre il s'inscrit, bah, ce serait quasiment impossible. Pour certains, c'est un défaut. Moi, je trouve pas. Je pense que c'est l'histoire et l'ambiance globale qui priment. Mais je trouve que c'est le but d'un conte, justement, de ne pas être établi. C'est un conte qui va faire pleurer, c'est un conte qui va faire rire. Quand on prend tous les contes, on a une forme un peu de mélange de genres, un peu d'horreur, un peu de romance. Et moi aujourd'hui, et je vous pose la question, est-ce que vous êtes capable de me citer plus de 5 films qui sont vraiment axés comme ça sur du conte? J'ai retrouvé un peu de Tim Burton dans ce film. En film un peu similaire qui me vient en tête, c'est l'Imaginarium du docteur Parnassus, par exemple. Je sais pas si vous l'avez vu. Très en deçà. Ouais, c'est vrai, mais oui, c'est vrai que je vois aussi le rapprochement avec Terry Gilliam où c'est beaucoup ce genre de film. C'est vrai que Terry Gilliam aurait pu faire la Cité des enfants perdus dans le même style. Donc oui, je vois le rapprochement. Après, dans le style visuel, ça s'inspire, il me semble, d'un vieux film d'un expressionniste allemand, Le cabinet du docteur Caligari. Chris, je sens que tu veux prendre la parole. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Wissam, c'est que on voit au début du film, on voit une autre façon de raconter l'histoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue pendant 15 minutes, ou alors c'est très peu. C'est des dialogues qui passent un peu comme en fond sonore, quoi, comme Titi Olgado qui nous fait la présentation de l'homme le plus fort du monde. On est là, on parcourt les personnages et l'histoire nous est racontée quand même. Et on est très loin du cadre du cinéma et français ou hollywoodien où on nous appuie sur les personnages à coup de dialogue, etc. Là, le visuel apporte sa part de l'histoire. Et c'est quelque chose qui est très fort. Et moi, et Délicatessen et ce film-là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qu'était le cinéma. Et c'est même pas le visuel apporte, c'est le visuel fait une grande partie d'eux. c'est l'histoire. Le visuel, c'est l'histoire. Et le début, c'est un des meilleurs débuts pour moi du cinéma, quoi. Cette espèce de rêve qui se transforme en cauchemar avec un Père Noël qui arrive pour offrir un cadeau, puis 2, puis 3, puis des millions. C'est une vision effrayante, quoi. Mais tu vois, comme tout conte, Disney serait capable de s'en emparer et de nous faire un conte qui ne fait pas peur et où tout se passe bien. Parce que quand tu prends un conte de La Belle au Bois dormant, de Blanche-Neige, de ce que tu veux, des frères Grimm, de Andersen, c'est des contes qui de base n'ont jamais une fin heureuse et sont toujours très sombres. Oui, tout à fait. Mais il faut aussi saluer le travail de Marc Caro, qui lui était dessinateur à la base et qui a apporté cette espèce de storytelling de la bande dessinée au cinéma. Et ça donne une autre façon de raconter des histoires qui est plus que pertinente. D'ailleurs, c'est en consultant tous les deux, Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, une bande dessinée que leur est venue l'idée de ce film. Autour de ça, ils ont construit tout un univers et toute une histoire. Surtout, tout un tas de personnages qui restent dans les mémoires, quoi. La pieuvre, le géant, les cyclopes. Il y a un gros truc autour du film sur le regard et sur l'œil, comme si c'était relié à notre façon de sentir les émotions, ouais, et de voir le monde, effectivement. L'œil est très important et même les jeux de lumière qui attirent l'œil sur telle ou telle scène, sur tel ou tel plan, tout parle de quelque chose, qu'on le devine ou qu'on ne le devine pas sur l'instant. Ok, super. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose, sur ce film avant qu'on parle un peu du casting? Ouais, je pense qu'au départ, l'esthétique, pour moi, elle était un peu repoussante. Il y a le truc steampunk dans La Cité des enfants perdus et même la manière qu'il a de filmer avec un ton verdâtre ou jaunâtre et qui rentre pas dans les codes du cinéma un peu populaire où c'est un peu plus clair et tout. Et donc c'est ça un peu qui m'avait empêché de regarder le film. Et après, voilà, j'ai été complètement Délicatessen, ça m'a complètement conquis et de voir le truc et de comprendre aussi que la patte du réalisateur, elle compte aussi dans le film. Et je trouve que voilà, ça me fait penser un peu à chez Jeunet, il y a un peu aussi ce que j'aime bien chez Dupontel. C'est aussi l'idée de pas filmer simplement, mais d'essayer d'avoir un message aussi dans la manière dont tu filmes et que la manière dont tu filmes sert aussi ce que tu essayes de dire. Là, je pense je sais pas si vous avez vu Au revoir là-haut. Oui. Le film et pour moi le plan fantastique où il y a l'aveugle qui est dans la voiture
et qui décrit en fait la ville où il était. Et en fait, il filme seulement la vitre et on voit le reflet de la ville et tu comprends que tout a changé, quoi. Et donc c'est vraiment cette idée de pas juste filmer, allez on regarde, on change, on filme lui, on filme dehors, mais d'avoir des idées de mise en scène qui peut servir le propos que j'aime bien chez eux. Oui, tout à fait. Je te rejoins sur ce point. Flo, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Mais je fais un lien entre l'esthétique et la manière de raconter une histoire de ce film, en particulier, et de Jeunet. C'est entre l'animation japonaise et la manière de faire de Jeunet. Et non, j'entends par là que pour la construction de l'univers, par exemple, elle est super riche, très détaillée, et on voit des décors, vous savez, avec beaucoup de textures et une immersion qui est totale, un peu à la manière d'un Miyazaki. On a des décors qui sont artisanaux, il me semble, et des effets spéciaux aussi qui sont pas mal mécaniques, même s'il y en a beaucoup qui sont digitaux. Et donc ça fait écho un peu à ce travail traditionnel qu'il y a dans l'animation japonaise. Et il y a beaucoup de contrastes, par exemple, ça aussi entre poésie et grotesque. En tout cas, il y a cette capacité à passer d'un état à un autre très facilement. Et pour moi, ça, je le retrouve uniquement dans l'animation japonaise en temps normal. Et pour moi, Jean-Pierre Jeunet, il est capable de faire ça. Alors, si on devait résumer, Jean-Pierre Jeunet, un artisan du cinéma français, donc. Ouais, c'est ça. Il y a ce côté très artisan, en fait. Juste avant de passer à la suite, c'est bien aussi quand même de s'attarder sur le casting. Donc côté casting, on retrouve Ron Perlman dans l'un de ses premiers rôles, donc vraiment une gueule du cinéma américain qui a joué par la suite Hellboy dans les deux premiers volets. On va retrouver Dominique Pinon qui est un acteur français mais vraiment très discret et qui est un peu, j'ai envie de dire, la muse de Jeunet, parce que je crois qu'il est dans tous ses films. Ouais, on retrouve un Jean-Claude Dreyfus, un Tiki Olgado, voilà. Donc vraiment des gueules du cinéma français ou non. Et ce qui est très fort aussi à travers ce film, en tout cas moi, c'est l'analyse que j'en ai fait, c'est que tous les personnages sont vraiment iconiques. Tu en parlais un peu tout à l'heure, Chris, mais le Cyclope, quand on le voit, c'est François, le Cyclope, c'est François J. Lazaro, c'est ça, non? Exactement, tout à fait. Oui. Ouais, d'accord. Ouais, ça m'avait marqué, ça, ouais. Et donc vous, qu'est-ce que vous avez pensé justement de ces personnages, de ce casting? Mais le casting, il est encore une fois, il a trouvé les bonnes personnes pour les bons personnages. C'est-à-dire qu'il avait cette idée de femme pieure, de savant fou et une sorte de grand échalas, et il a donné le bon rôle à la bonne personne. Et il y a vraiment une bonne adéquation, et on est sur un vrai cinéma de gueule. Dans une précédente émission, Wissam parlait du cinéma d'Audiard, les tontons flingueurs, etc., où on a Blier et Patati et Patata qui sont vraiment des gueules du cinéma français. Ben là on a la version 2000 du cinéma de gueule. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que chez Jeunet, ça change un peu les autres cinémas, genre que des BG, beaux gosses et tout, bien taillés, bien habillés et tout. Et je trouve qu'il y a aussi un côté populaire là-dedans, tu vois, même dans Délicatessen, j'aime bien aussi un peu le côté poisseux qu'il y a dans le film, tu vois, et aussi le truc un peu, je sais pas, un peu prolo. Et après avec des marginaux, clairement. Voilà, des marginaux, et on n'est pas tous des mannequins, et on a des sales gueules, et malgré nos sales gueules, on reste quand même des humains. Tu sais, il y a une grande humanité derrière ce truc. Donc j'aime bien de casser ces codes. Il faut toujours un beau gosse et tout, et le truc vraiment populaire, parce que Délicatessen, c'est vraiment l'appart de la France profonde. Voilà, c'est ça que j'aime bien là-dedans, dans ce choix des gueules. Exactement. Super. Alors, donc du coup, il est temps de se poser la question, mais je crois que nous allons être unanimes. Ce film, La Cité des Enfants Perdus, culte ou pas culte? Chris? Je l'ai dit en préambule, c'est culte. Les réalisateurs sont cultes. Tout est culte. Flo? Archi-culte. Oui, Sam? Culte, mais je crois que je préfère Délicatessen. Et à mon tour de vous dire que moi aussi, je trouve ce film ultra culte, et moi, je pense que je le préfère à Délicatessen. Mais peut-être parce que je l'ai vu aussi quand j'étais assez jeune, parce que je crois que je l'ai vu rapidement, ce film. Je sais pas si je dois me souvenir de mémoire d'homme, je dirais que je l'ai vu quand j'avais une dizaine d'années, donc fin des années 90, donc il était déjà sorti depuis un petit moment. Et en fait, il m'a tellement marqué, ce film, que c'est devenu un peu un film un film émotion pour moi, et un film vraiment coup de cœur. Et donc du coup, si on devait s'attarder pour vous sur une scène culte, quelle serait-elle? Flo? L'intro. Je crois que Chris partage ton avis. Oui, l'intro. Il y a pas photo. C'est là où tu rentres dans le film et où tu n'en sors plus, quoi. Et toi, Wissam? Moi, il y a plusieurs scènes, mais c'est vraiment des images que j'ai. Il y a l'arrivée de François J. Lazaro, que je kiffais. Il y a la scène sur le bateau où tu vois le château au fond.
tu vois. Et il y a aussi la scène où il porte l'enfant. Donc ça, c'est des images qui m'ont marqué. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je sais pas si je pourrais trouver une réelle scène culte, mais par contre, c'est vraiment, en fait, c'est toute l'ambiance et les scènes qui vraiment ont marqué visuellement et même on en parlait tout à l'heure, mais par l'absence de dialogue, en fait, ça rajoute un côté encore plus énigmatique et plus intéressant, je trouve, au film. Ok, super. Et ben, il est temps de s'attarder sur ce qu'en a pensé la presse à l'époque. Chris, c'est à toi, on t'écoute. Oui, tout à l'heure, Florent parlait d'artisans du cinéma et c'est ce que reproche la presse française. C'est-à-dire qu'il reproche, ce qui est aberrant à mon avis, il reproche à Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro de s'être entouré des meilleurs pour faire un bon film, c'est-à-dire le meilleur décorateur, le meilleur cadreur, le meilleur compositeur. D'ailleurs, on n'a pas assez parlé de la musique qui te fait rentrer dans le film aussi. Il y a des puissants de la musique. Le meilleur costumier, Jean-Paul Gaultier, qui a fait tous les costumes. Et donc ils disent le meilleur, ça donne un film froid. Et dans Libération, j'ai récupéré une critique qui est sortie à l'époque de la sortie du film, écrit par Gérard Lefort et Olivier Séguré. Il pointe du doigt que tous les personnages sont inhumains, tous animés par des faux sentiments que de toute façon ils n'éprouvent pas. Et vous verrez les décors d'une ville factice où les distances sont indistinctes et le temps aboli. Ils sont passés à côté à mon avis, du vrai message. Pourtant, ils l'ont touché du doigt. Ils parlent de personnages inhumains animés par des faux sentiments. Et je pense que le message du film, c'est ça, c'est que les personnes sans affection, sans amour, qui sont en recherche de ça, ça en devient des monstres, quoi. Des monstres parce qu'ils connaissent pas ce sentiment qu'on devrait tous connaître. C'est ça qui est dit dans le film aussi, cette recherche effrénée d'affection qui évoque au désastre. Un film culte donc, mais devenu culte sur le tard, comme malheureusement beaucoup de ces films-là. Allez, je pense qu'il est temps de se détendre un peu et de jouer. Allez, on va se poser quelques questions, on va essayer de s'apprendre et vous apprendre des choses sur ce film, La Cité des Enfants Perdus. Chris, qu'as-tu à nous apprendre, nous révéler, nous susurrer sur ce film? Oui, j'ai 2-3 questions si vous souhaitez. La première, quel film ont réalisé ensuite Jeunet et Caro? Un long dimanche de fiançailles? Non. Amélie Poulain? Non. Dans en quelle année? C'était peu de temps après, un peu plus longtemps après? Ma question, c'est pas l'année. Ma question, c'est combien de films ont-ils réalisé ensemble? Ah, j'ai compris quel film, moi. Non, combien? Ah, 0, c'est le seul, je pense. Effectivement, tout à fait, oui. C'était la bonne réponse. Marc Caro est parti sur, si je me souviens bien de la bande dessinée, il voulait faire un documentaire. Jeunet est parti sur plusieurs projets qui ont capoté. Sur ce sujet, je vous recommande le podcast de SoFilm, qui est un magazine de cinéma qui est super, que moi j'adore. Il raconte des super histoires sur le cinéma et on a de super bonnes infos. Et dans ce podcast, je crois que c'est les Français à Hollywood, donc il raconte l'histoire de Pitoff, qui s'est occupé des effets spéciaux de La Cité des Enfants Perdus, qui a réalisé Catwoman et le film avec Gérard Depardieu, Vidocq, tout à fait. Je vous conseille ce podcast-là sur les Français à Hollywood de SoFilm. Allez, moi avant que tu reprennes la main, j'ai une question et on n'en a pas parlé en plus en préambule et ça tombe très bien. Si je dis Judith Vitté, pour vous c'est qui? Moi je sais. Ah, toi tu sais? Et les autres? Ça me dit rien comme ça. Aucune idée. Alors Chris? Mais c'est Miette, c'est l'héroïne. Miette. Et on n'a pas du tout parlé de Miette durant ce film. Tu sais ce qu'elle est devenue, Chris? Oui, elle est devenue artiste textile, c'est une artiste. Exactement, et hyper engagée pour des causes très humanitaires et écologiques. Mais elle voulait faire du cinéma et elle a échoué, ou c'est quelque chose qu'elle voulait pas faire? C'est elle qui s'est éloignée toute seule des plateaux cinéma. Elle a fait 2-3 films et puis au revoir tout le monde après arrivé à l'adolescence, elle s'est orientée ailleurs. Ouais, ça a dû la dégoûter. Ça me fait penser, tu sais, à l'acteur de Malcolm, le petit Ladoui. Il y en a pas mal des gens comme ça qui, petit, après, c'est bon. Et qui revient pas d'ailleurs dans la série Malcolm, Le Retour. Chris, autre chose? Combien de membres a la pieuvre? Membres? Oui. Tu comptes la tête? Non, je parle des appendices, bras et jambes. La pieuvre, c'est les siamoises. Les siamoises. Ouais, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 bras, 3 jambes, non? Mais a priori, on pourrait penser 8, parce que la pieuvre, ça a 8 bras. Mais regardez le film et vous verrez que de temps en temps, ils ont juste 2 bras parce qu'ils ont une sorte de chemise
collées, quoi. Il y a deux bras qui sont en moins. Et puis quand elles sont en train de récupérer l'argent et les trucs volés que les enfants leur apportent, enfants qui sont pickpocket, tu vois qu'il y a 4 mains en fait d'un coup. Donc quand elles cuisinent, elles ont 4 mains. Quand elles enseignent, elles ont 2 mains. C'est vraiment amusant de voir de voir ça. Et puis au niveau des jambes, il y en a une jambe qui est reliée, enfin 2 jambes qui sont reliées. Donc il y a que 3 jambes au lieu de 4. Je crois que j'ai dû voir ce film, je sais pas, une 30aine de fois, quoi. Mais ça fait 7. Ça fait 7, effectivement. Bravo Wissam, tu as la bonne réponse. Super. Donc une pieuvre amputée, amputée en tout cas d'une tentacule. T'aimes compter les membres? Ah ouais. Surtout, bon bref. Est-ce que quelqu'un a autre chose à nous dire, nous demander, nous apprendre? Wissam? Non, moi le seul truc que j'avais autour du film, tout le monde le sait, c'était sur Ron Perlman qui parlait pas français. Flo? Rien à signaler. Et Chris? Allez voir le film, allez voir toute la filmographie de Jean-Pierre Jeunet, c'est un génie. Et c'est sur ces paroles que l'instant culte se termine pour ce soir. Merci à toutes et merci à tous de nous avoir suivis. Chris, Flo, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Peut-être spécifier d'aller voir l'instant culte, c'est sur le site internet de la Nuit du Dimanche. Il y a plusieurs. Là, on arrive à la fin de la saison, mais vous retrouverez pas mal d'analyses de films. Hein. On a fait Mission Cléopâtre, le château ambulant, c'est pour bientôt. Il y a aussi Babylone, super épisode. Interstellar, on s'est fighté pour Interstellar. Allez écouter l'émission et allez écouter aussi l'émission sur Alien, Cinépopée, qui vaut son pesant d'or, comme on dit. Wissam, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Tu reviens quand tu veux. Tu es le bienvenu. La porte sera toujours grande ouverte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Super. Chers auditeurs, chères auditrices, merci à vous en tout cas de nous avoir suivis encore une fois et on vous dit à la semaine prochaine dans l'Instant Culte, tous les dimanches à 18h sur Radio Verse et à 19h sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour cette fin d'émission, on va se quitter en musique. Wissam, qu'est-ce que tu as envie d'entendre? Eh ben, en lien avec le film, vu qu'il y a François Hadji Lazaro qui y joue, son groupe Pigalle et la musique dans la salle du bar tabac de la rue... Attends, dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. On vous quitte là-dessus et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée. Ciao. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y a des ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure ensemble. Ici chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entr'ouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Certains soirs tout à coup dans un coin on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre.